Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux, comme pour y voir plus clair en toi. Et je ne sais pas quel est le spécial que tu pourrais activer en toi, ni si tu sais que les choses sont souvent comme un vase qui est là pour accueillir l'importance de l'instant présent. Et parfois, une séance d'hypnose est comme un microscope qui permet de zoomer sur les racines des croyances qui nous ont limités. Alors un jour comme aujourd'hui, notre famille intérieure peut s'harmoniser pour mieux faire remonter ce qui a besoin d'être déraciné. Comme si l'équipe entière se soutenait pour exclure l'ancien. Et j'ignore quelle est la partie de toi qui va comprendre mes messages cachés en premier. Peut-être tes mains, tes épaules, la tête ou ton cœur. Ce que je sais, c'est que tu peux profiter de ce moment pour te détendre et te relaxer, lâcher prise ou méditer. C'est toi qui décides ce qui convient le mieux en matière de possibilités infinies et illimitées. Et si par moments tu ressens qu'une vague de bien-être caresse tes pieds, c'est normal. C'est souvent par les pieds que la relaxation s'invite en premier. Comme lorsqu'on enlève une paire de chaussures de randonnée après avoir marché toute la journée. Une sorte de soulagement, d'apesanteur difficile à décrire, mais procurant tellement de douceur. Et justement, j'aimerais te parler d'un professeur en bonheur. Il enseignait le bonheur dans une grande université et il venait de faire une découverte incroyable suite à des recherches postérieures à une hypothèse. Un jour, il avait émis une supposition quand un de ses élèves lui avait dit « Monsieur, notre vie est dirigée par nos peurs ». Il lui avait répondu « Et si c'était une croyance ? S'il suffisait d'arrêter de croire que nos peurs dirigeaient notre vie ? Et si croire que c'était notre vie qui dirigeait nos peurs suffisait à inverser les choses ?» En répondant spontanément à cet élève, il venait de soulever une idée de recherche. Et il dit à ses élèves « Nous allons faire une expérience. Ceux qui croient que la peur dirige nos vies, mettez-vous de ce côté. Ceux qui croient que la vie dirige nos peurs et qu'elle est donc capable de les faire taire, venez ici. » L'expérience débutait immédiatement. Il n'y avait qu'un élève, ici, à croire qu'il pouvait reprendre le contrôle de sa vie, juste en changeant sa croyance. Ça me fait penser à l'histoire de cette petite fille qui ne savait dessiner que les garçons. Je sais, c'est étrange, mais elle arrivait à dessiner des chevaliers, des pompiers, des policiers, mais jamais, au grand jamais, de princesse avec des cheveux longs. D'ailleurs, si on lui demandait de dessiner sa famille, on aurait vraiment dit que sa mère et elle étaient des hommes. C'était bien étrange, mais il n'y avait pas que ça. Dans la chorale de l'école, le professeur avait demandé à chaque enfant de chanter pour voir où il serait placé dans la chorale. Et vu sa voix, il la plaça avec les garçons. Tout cela était très bizarre et personne ne pouvait savoir la vérité, car c'était dans son inconscient que cela se jouait. Une partie d'elle était persuadée qu'il valait mieux être un garçon pour résister, parce qu'elle avait vu ses tantes, sa grand-mère, ses cousines, beaucoup plus fragiles du point de vue santé que les hommes de la famille.
Son arrière-grand-père avait 99 ans et on disait qu'il vivrait au moins jusqu'à 115 ans. C'est pour cela qu'elle aurait préféré que sa mère et elle soient des garçons pour vivre très longtemps. Mais si sa mère avait été un garçon, elle ne serait pas là pour s'inquiéter pour elle, car elle n'aurait pas pu la porter dans son ventre. Bien sûr, elle n'avait pas conscience de cela. C'était inconscient, mais une partie d'elle se doutait quand même de quelque chose. Parce que lorsque sa mère tomba enceinte d'un autre enfant, elle lui dit « Maman, j'espère que ce sera un petit gars. » « Pourquoi ma chérie ? » « Parce que j'ai envie qu'il vive longtemps, même si c'est plus longtemps que moi. » Et c'est comme cela que sa mère comprit la peur inconsciente de la petite fille. Alors, elle alla lui chercher un vieil album photo de leur famille et elle lui dit « Tu vois, ça c'est ton arrière-grand-mère. Elle a vécu jusqu'à 102 ans. » Et elle lui montra tout un tas de femmes qui avaient vécu très longtemps. La petite fille comprit qu'elle s'était inquiétée pour rien et qu'elle pouvait vivre longtemps, en bonne santé, tout en étant une fille. Parfois, l'inconscient fait des conclusions hâtives. Il fabrique des généralités avec peu d'exemples concrets. Heureusement, un jour comme aujourd'hui, il peut les supprimer. Et pour en revenir à l'histoire du professeur, d'expérience et de bonheur, un deuxième élève avait rejoint celui qui croyait qu'il pouvait laisser sa vie et son envie prendre le dessus sur ses peurs. Il avait changé d'avis avec une expérience toute simple. Il avait joué au loto en ne croyant pas qu'il allait gagner. Et effectivement, sa croyance s'était révélée vraie. Il venait de valider la théorie du professeur. Dans la vie, on crée ce que l'on croit. Ils avaient donc décidé, tous les deux, de croire en leur chance et d'imaginer d'ici la fin de l'année, ils auraient leur photo en première page des journaux pour une raison positive. Ils ignoraient laquelle pour le moment, mais avec leur professeur, ils avaient photoshopé une fausse couverture de magazine avec leur visage et, comme titre, 2 élèves surdoués ont fait une découverte incroyable en matière de bonheur. Et leur professeur leur explique que l'imaginer c'est super, mais il faut aussi y croire. Alors il les interroge pour savoir ce que ça leur fait d'avoir leur tête dans les journaux, ce qu'ils ressentent à l'idée d'avoir fait une telle découverte. Et les élèves s'entraînent à imaginer leur joie, leur ressenti. Ils se l'imaginent si fort qu'ils finissent par y croire. Et puis, puisqu'ils y croient, 3 mois plus tard, ils ont leur tête en première page d'un magazine sur le bonheur. Et les autres élèves trouvent ça injuste, mais se disent que c'est à cause de leur peur qui dirigent leur vie. Ils en déduisent que les 2 génies n'avaient pas de peur à la base. Ils ont du mal à croire qu'on peut croire autrement. Alors, ils évitent de leur parler. Ils sont jaloux. Tu comprends, ils trouvent ça injuste et même ils se mettent à culpabiliser. Ils ont l'impression de mal s'y prendre, de mal faire pour ne pas réussir à obtenir le même résultat. Et leurs petites voix intérieures commencent à les dénigrer. T'es nul, tu ne sais pas faire, tu n'y arriveras jamais. La voix de l'auto-saboteur, comme certains diraient, mais en réalité, une voix aimante qui cherche à les stimuler pour obtenir le meilleur de leurs êtres dépités. Mais cette voix, ils n'arrivent pas à croire qu'elle les aime. Ils se mettent à penser qu'elle veut les dévaloriser
les détruire. Ils commencent à croire qu'il y a en eux-mêmes une partie d'eux qui est leur ennemi. Et la guerre intérieure se déclare. Au lieu de comprendre que toutes ces parties sont aimantes, même si elles utilisent des stratégies différentes. Pourtant, quand on le comprend, on fait la paix. Et j'aimerais te raconter l'histoire d'un homme qui était un bon père, un papa qui faisait de son mieux pour que son fils devienne le héros de sa propre vie. Il avait à cœur de lui enseigner que la vie était un jeu et que le meilleur moyen d'éradiquer les peurs, c'était de s'amuser. Il l'avait d'ailleurs invité à venir passer une journée au travail avec lui. Il voulait lui montrer comment il construisait les murs. C'était un peu comme un jeu de Tetris. Quand il jardinait, il disait que les mauvaises herbes étaient des envahisseurs et qu'il devait protéger la terre. Quand il faisait à manger, il préparait des recettes magiques. Quand il faisait la vaisselle, la magie continuait parce qu'il arrivait à faire disparaître la saleté. Oui, tout était un jeu, sauf la maladie de sa mère. Cet enfant savait bien qu'elle ne faisait pas semblant et qu'il n'y avait rien de marrant. Pourtant, sa mère, avec la complicité de son père, lui avait fait croire que c'était super. Elle lui avait dit « J'ai gagné à la loterie. Ne le dis à personne, mais ce cancer est venu me chercher pour aller vivre sur une magnifique île. Je vais être obligée d'y aller, même si j'aurais préféré qu'on y aille tous les trois. Mais le cancer m'a expliqué qu'il avait besoin de moi pour rendre cette île encore plus accueillante pour toutes les personnes qui gagneront après moi. Je vais la décorer pour la rendre encore plus jolie. Alors, même si on est séparés, mon chéri, tu te souviendras que j'ai gagné, que je vais bien. Je serai juste ailleurs, mais tout mon cœur pour toi sera toujours là. Et tu le ressentiras. Et puis des fois, je demanderai à l'organisateur du jeu si je peux revenir ici quelques minutes pour t'aider, te soutenir, te protéger. Je passerai si vite que tu ne me verras pas, mais je serai là. Parce que j'aurai le super pouvoir de Flash Gordon, je me déplacerai tellement vite que tu n'auras pas le temps de me voir passer. Mais maman, peut-être que moi je ne serai jamais tirée au sort à cette loterie, peut-être que je ne viendrai jamais sur ton île pour te retrouver. Rassure-toi mon chéri, nous nous retrouverons quand ce sera le bon moment. En attendant, il te reste des milliers de moments amusants à vivre ici. Il existe plusieurs loteries différentes. Souviens-toi, la vie est un jeu. Nous sommes sur Terre pour jouer, nous amuser, prendre du plaisir. J'ai eu beaucoup de joie à jouer avec toi. Alors fais-moi plaisir, continue à jouer, à t'amuser, à rire. Depuis mon île, je le sentirai. D'ailleurs, s'il fallait parler de cette histoire de chercheurs qui avaient trouvé que toutes les parties d'eux-mêmes les aimaient, qu'elles étaient toutes dans le même camp et qu'ils pouvaient atteindre le bonheur, le cœur en paix, il faudrait aussi que je te parle d'un détail qui a son intérêt. Cela ne concerne ni le professeur ni ses élèves, mais une personne qui s'est portée volontaire, une sorte de cobaye, comme on dit. Elle était volontaire pour faire l'expérience d'être heureuse. Elle était consciente de tout le danger que cela représentait, mais elle était prête à assumer les conséquences du bonheur. Un teint plus lumineux, des sourires plus fréquents, une envie de rire souvent et tout le reste. Elle n'avait plus rien à perdre de toute façon, mais elle avait tout à gagner.
Cette personne s'appelait Estelle, même si son prénom ne va rien y changer. C'est juste pour que tu puisses l'imaginer, parce qu'en général, quand on connaît une Estelle, on a tendance à voir qu'elle a le même visage. C'est plus pratique pour l'imagination qui en réalité ne sait pas imaginer quelque chose qu'elle n'a pas déjà vu. L'inédit n'est en réalité qu'une superposition de choses déjà existantes, mais jamais mariées de cette façon. Et donc, justement, cette Estelle avait une vie non épanouie, parce que sa vie n'était composée que de ce qu'elle connaissait. Si je te dis d'imaginer un éléphant bleu avec des rollers violets et une casquette de baseball blanche, que se passe-t-il? Tu vas piocher dans ce que tu connais déjà, un éléphant, des rollers et une casquette, et tu maries le tout. Voilà ce qu'est l'imagination, un mariage nouveau de plusieurs éléments qui existent déjà. Alors, quand une personne n'arrive pas à être heureuse, c'est souvent qu'elle ne dispose pas dans sa banque d'images suffisantes, suffisamment heureuses pour les marier ensemble. Elle a bien le divorce de ses parents, le suicide de son oncle, l'accident de sa cousine, mais elle n'a pas stocké assez d'images heureuses pour imaginer sa vie heureuse. Le professeur lui avait donc conseillé de remplir sa banque d'images positives. Et il lui avait fait visionner des feuilletons à l'eau de rose des heures durant. Elle était de plus en plus capable d'imaginer une vie heureuse parce qu'elle disposait enfin de toutes les images nécessaires. Et je ne sais pas si toi aussi, tu voudrais remplir ta banque d'images, de nouvelles images heureuses pour composer ta propre partition du bonheur. Et voilà d'ailleurs une belle histoire. Il était une autre fois une femme qui vivait la nuit, quand les autres dormaient, pour mieux l'éveiller. C'était important pour elle de s'assurer qu'ils étaient en sécurité, qu'ils dormaient à point délié. Elle n'avait jamais aimé l'expression « point fermé ». Elle pensait qu'un bon sommeil devait se dérouler en toute sérénité. Elle s'asseyait à côté de l'être endormi et elle se mettait à lui chuchoter « Tu es un être merveilleux. Tu es important, unique. Le monde a besoin de toi. Tu as le droit d'être toi. Tu es né avec des qualités, des talents et tu as le droit de les utiliser. » Et elle passait de lit en lit, de dortoir en dortoir, de toile de tente en toile de tente pour aller chuchoter à tous ces gens combien ils étaient importants. Bien sûr, personne ne lui avait chuchoté ça à elle. Elle avait trouvé l'idée seule. Elle savait que ça faisait du bien aux gens. Et je dois t'avouer qu'elle aurait bien aimé aussi qu'une personne lui dise cela la nuit. Mais puisqu'elle restait éveillée chaque nuit, cela ne risquait pas de se produire. Elle avait beau en avoir envie, elle ne se donnait pas la possibilité que cela devienne possible. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient recevoir un cadeau, mais qui s'abstiennent justement ce jour-là. Le livreur sonne à la porte pour remettre le cadeau, mais personne n'est là. Il se représente tous les jours pendant 15 jours, mais la personne n'y est toujours pas. Elle manque involontairement chacun de leurs rendez-vous. Alors qu'elle a envie de ce cadeau. Et puis un jour, un somnambule la voit faire et il lui dit « Et si c'était moi qui allais lui chuchoter pendant son sommeil diurne ?» Et il lui dit « Tu es un être merveilleux, tu es importante, unique,
Le monde a besoin de toi. Tu as le droit d'être toi. Tu es né avec des qualités, des talents et tu as le droit de les utiliser. Et ce jour-là, elle se réveille remplie de joie. La vie a déplacé son rendez-vous malgré elle. Elle a trouvé un créneau pour la visiter dans son sommeil. Et je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire de professeur, d'élèves et de cobayes, mais parfois, c'est quand on se souvient de la première histoire qu'on en oublie les autres. Comme si le fait de chercher à oublier les croyances limitantes rendait amnésique à certains passages de la séance. Et c'est cela qui est assez amusant, voire parfois déboussolant, d'entrecouper une histoire comme un millefeuille de mots pour se souvenir du goût des intermédiaires. Et donc les élèves qui ne faisaient pas partie de la couverture du magazine n'arrivaient pas à intégrer cette idée de créer ce que l'on croit. Eux, ils étaient persuadés de croire les choses une fois qu'elles étaient créées. Des sortes de saint Thomas qui avaient besoin de concret. La seule concrétisation qu'ils voyaient, celle qu'ils pouvaient observer, c'était la manière dont leur peur les menait par le bout du nez. D'ailleurs, je te l'ai dit, et c'est important d'ancrer certaines choses plutôt 2 fois qu'une, pendant longtemps, j'ai cru que la partie de nous qui nous disait « t'es nulle, t'es moche, t'es grosse » était une partie méchante, malveillante, qui voulait nous détruire. Ce n'est que récemment que j'ai compris que cette partie de nous nous aimait aussi, qu'elle voulait nous stimuler à donner du meilleur, à nous surpasser, à nous mettre à l'action. Elle utilisait les vieilles techniques de management qui consistaient à provoquer la hargne pour que la personne déploie une force incroyable, comme dans ces camps extrêmes de militaires. Si sa stratégie était discutable, son amour pour nous était bien réel. Elle nous veut du bien en nous disant du mal. Et une fois que j'ai compris que toutes les parties de moi m'aimaient, même celle qui a parfois envie d'un bon hamburger bien gras, quelque chose d'incroyable s'est produit en moi. La paix. La paix. J'ai compris que toutes les parties de moi étaient dans mon camp, que je n'avais plus à lutter contre un soi-disant auto-saboteur, parce qu'il n'était qu'une illusion. Il n'existe en moi que des parties de moi qui font de leur mieux pour mon bonheur, même si elles utilisent des stratégies différentes. Fini cette idée d'autodestruction que certains pensaient vivre parce qu'ils fumaient ou qu'ils étaient boulimiques. C'était simplement une partie d'eux qui utilisait une stratégie d'amour discutable, mais elle les aimait. Toutes les parties de toi t'aiment. Toutes les parties de toi t'aiment. Et bien sûr, c'est souvent au moment idéal que les vieilles croyances sautent, parce que le meilleur est là, maintenant. Et j'aimerais te raconter l'histoire d'une petite fille qui, tous les soirs, demandait à sa grand-mère avant de dormir « Dis mamie, raconte-moi encore une fois l'histoire de quand j'étais petite. » Alors, chaque soir, sa grand-mère lui racontait comment la maladie de son petit frère avait accaparé l'attention de sa maman et comment elle, sa grand-mère, avait pris soin d'elle pour compenser l'absence de sa mère. Et la petite fille ne se lassait pas d'écouter ces histoires, d'autant plus que sa grand-mère était vraiment talentueuse dans cet art. Elle prenait de petits détails qui allaient devenir les points essentiels de l'histoire. Chaque jour,
La petite fille grandissait en se laissant bercer par cette idée que peut-être sa mère l'avait un peu moins aimée que son frère, mais qu'heureusement, sa grand-mère, comme une bonne fée, l'avait comme adoptée. Et puis un jour, cette petite fille est devenue une femme. Et cette femme, lors d'un repas de famille avec son frère et ses parents, commença à évoquer le souvenir de sa grand-mère. Mais sa mère lui dit « Mais enfin, tu n'as jamais connu tes grands-mères, elles sont toutes les deux décédées avant ta naissance. » Mais alors, qui était cette femme présente dans ma chambre tous les soirs? Ah, ça, ma chérie, c'était la dame qui raconte des histoires. Et qui est cette dame, maman? C'est une partie de toi, ma chérie. Nous avons tous une personne qui nous raconte des histoires en nous. Ce sont des inventions, tu sais. Elle prend de vrais détails et elle invente une histoire dont nous sommes le héros. Elle mélange le vrai et le faux. Elle dit ce qui l'arrange pour nous faire croire que nous sommes comme elle veut. Elle a toujours une idée derrière la tête, en nous faisant croire tout ça. Elle pense que ce sera un excellent alibi, une excuse parfaite pour jouer notre rôle. Tu sais, il y a toujours pour elle un bénéfice secondaire à vouloir te faire croire cela. Tu veux dire qu'elle fait exprès de me faire croire que tu m'aimais moins? Oui, parce que je t'ai toujours aimé aussi fort que ton frère. Mais quel intérêt avais-je à croire cela? Je ne sais pas. Pose-toi la question. À qui demandes-tu aujourd'hui de te guérir de cette blessure d'injustice qui saigne encore? Aux hommes que je rencontre. Je veux qu'ils m'aiment plus que leurs copains. Je veux qu'ils me préfèrent à leur amitié. Je veux qu'ils réparent cette injustice du passé. Mais alors que faire, maman? Tu peux dire à la dame qui raconte des histoires de changer d'histoire? Alors, ce soir-là, la jeune femme convoqua la dame aux histoires et lui demanda de lui raconter l'histoire d'une petite fille extraordinaire qui avait été autant aimée que son frère. Et c'est comme cela qu'elle put savourer pleinement sa relation amoureuse suivante, parce que sa fausse blessure d'injustice avait disparu. Et pour en terminer avec cette histoire de professeur, il était allé voir un film. Et dans une scène, l'acteur disait « Ce n'est pas Edison qui a inventé l'ampoule. D'autres l'ont fait avant lui, mais c'est Edison qui l'a commercialisée. » Et cette phrase l'a fait réfléchir au fait que c'est super d'avoir une idée de génie, mais si personne n'en parle et ne la fait connaître, ça ne servira à rien. C'est pour cela qu'il a demandé à ses élèves d'en parler sur YouTube et les réseaux sociaux, afin de faire connaître cette révolution de la pensée. Lui, qui travaillait dans son coin et qui faisait avancer la science avec ses propres hypothèses, essais, expériences, se devait maintenant de partager ses découvertes avec le plus grand nombre. La dernière en date était de regarder toutes les programmations que nous nous infligeons, par exemple sur le transgénérationnel. Et si c'était notre croyance que nous avons dans nos cellules la mémoire de nos ancêtres qui nous influencent, si en réalité n'étaient influencés par les mémoires transgénérationnelles, les vies antérieures, l'astrologie, la numérologie et tout le reste, que ceux qui accordaient de la crédibilité à ces théories. Si la réalité était que je peux décider d'être entièrement libre de toute influence, si je cesse de leur accorder du pouvoir sur ma vie. En ce moment, il avait l'impression de découvrir un degré de liberté plus gigantesque que tout le monde le croyait. C'était comme une merveilleuse chasse au trésor qu'il avait envie de partager.
D'ailleurs, il venait d'écrire un nouvel article dans le journal de son université sur le progrès. Cela disait « Créer, c'est donner naissance à quelque chose de nouveau. On peut créer un objet, une histoire, un dessin, une chanson, mais aussi une situation, un voyage, une rencontre et des milliers d'autres choses. À chaque fois que nous créons, nous sommes pleinement dans la vie, la progression, l'évolution. Parce que dans la nature, ce qui ne grandit pas meurt. En fait, à chaque fois que nous ne nous contentons pas de ce que nous avons déjà, nous cherchons à nourrir notre âme de nouveau. Et plus nous nous sentons nourris de vie, et plus nous pouvons partager notre joie. Les étudiants étaient bien souvent d'accord avec cette pensée parce que chaque année, ils progressaient. Ils changeaient de classe, ils s'élevaient. Alors qu'ils avaient presque souvent des parents qui se contentaient de stagner dans une situation presque confortable. Quand ses élèves lui rapportèrent la réaction de leurs parents, il décida de faire une conférence à leur intention. Ce qui me fait penser à l'histoire de cette petite fille qui était intriguée par cette histoire de cimetière d'éléphants. Tu sais, ces éléphants, lorsqu'ils sentent le moment, se dirigent vers le cimetière sans que personne ne leur ait jamais montré le chemin. Elle ne comprenait pas comment c'était possible qu'ils sachent savoir où c'était sans jamais avoir vu un seul éléphant aller là-bas. Alors, à chaque fois qu'elle allait à la bibliothèque municipale, elle empruntait un livre sur les éléphants. Et c'est comme cela qu'elle découvrit que c'était pareil pour les éléphantes qui allaient avoir leurs petits. Elle savait d'instinct aller dans un endroit où elle n'était jamais allée, sans que personne ne leur montre, pour manger les branches d'un arbre qui déclenchait leur contraction. Et la petite fille n'en revenait pas que l'âme sache. D'ailleurs, pour son âge, elle avait une grande maturité, ce qui n'était pas le cas de sa sœur aînée, qui sortait sans arrêt. Et comme elle voyait leurs parents s'inquiéter, elle se sacrifiait pour rester à la maison, avoir de bonnes notes à l'école, pour qu'ils se disent qu'ils n'avaient pas tout raté en matière d'éducation. Parce que si une des deux était bien éduquée, les manquements de l'aînée cessaient d'être de leur faute. Personne ne savait que l'âme de la grande sœur savait qu'il fallait qu'elle profite de la vie en accéléré, parce que d'ici quelques années, elle serait assassinée. Elle savait qu'il fallait en profiter maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, alors que l'âme de la petite fille de mon histoire avait prévu de vivre longtemps. Mais lorsque le drame se produisit, la plus jeune trouva ça injuste et surtout commença à se culpabiliser, parce qu'elle n'avait pas pu empêcher ce qui lui était arrivé. Lorsqu'une nuit, elle fit un rêve dans lequel sa sœur lui disait « Souviens-toi du cimetière des éléphants. Mon âme savait depuis longtemps que mon temps était compté et que pour cela, je devais en profiter. Alors s'il te plaît, écoute ton âme. Elle sait instinctivement que tu as choisi de vivre longtemps. J'ai bien dit de vivre et non de survivre. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Arrête de t'arrêter de vivre. Continue, avance, vis tes rêves. Arrête de me rendre responsable du gâchis de ta vie. Moi, ce que je veux, c'est ton bonheur. Alors supprime ta culpabilité. Elle ne servait à rien. S'il te plaît, laisse-moi vivre mon paradis en sachant que ma sœur est heureuse. Revenons une dernière fois à cette histoire de professeur
qui était en train de faire une conférence aux parents d'élèves. Et il leur dit « Pendant longtemps, j'ai cru que le bonheur, c'était de se contenter de ce qu'on avait, de continuer à désirer ce qu'on avait déjà. Je croyais même que c'était ça la sagesse, mais j'ai dépassé cet état. Aujourd'hui, pour moi, le bonheur, c'est de continuer à évoluer, à améliorer les choses. Rien à voir avec l'insatisfaction permanente. Je suis pleinement satisfait et rempli de gratitude pour ce que je vis aujourd'hui. Mais je sais aussi que demain sera un autre jour, que je serai un autre moi, enrichi des expériences d'aujourd'hui. Dans la notion de se contenter, il y a pour moi une frustration. Je me contente de ma voiture vétuste qui tombe en panne tous les 4 matins. Et également une notion de figer la situation dans le temps, en ne cherchant pas à la faire évoluer. La vie est abondance et je suis convaincue que nous méritons tous le meilleur sur tous les plans. Pour moi, le bonheur, c'est de s'autoriser à progresser, à faire évoluer les choses, à les améliorer, à découvrir de nouvelles choses. Je vous souhaite le meilleur. Les parents étaient ressortis de la conférence avec un air interrogateur, en se disant « et s'il avait raison ?» Et je crois savoir qu'un jour comme aujourd'hui, tu peux décider de déprogrammer toutes ces croyances limitantes. Tu peux les déraciner. D'ailleurs, c'est facile. À chaque fois qu'une personne te critique, c'est qu'elle met en lumière une croyance dont les racines sont encore présentes en toi. Alors remercie-la et déracine-la. Désormais, les croyances limitantes ont disparu. Tu es illimité. Imagine-toi d'ici quelque temps, heureux et épanoui, sentant que cette séance a fonctionné au-delà de tes espérances. Ressens la liberté d'être illimité. Et quand tu le souhaiteras, au rythme souhaité, tu pourras revenir ici et maintenant, habiter pleinement ton corps. Et au moment présent, tu pourras réouvrir les yeux doucement.